c'est sur les maisons France Service. Et l'intérêt des maisons France Service sur les territoires, c'est un gros dossier. C'est une très bonne question. Obligation de participer selon les territoires, et donc la place des maisons France Service, notamment sur le plan numérique. Non, ça ne compte pas sur tes clients. Dans l'absolu, c'est ça surtout. Dans l'absolu, l'intérêt des maisons France Service, si l'objectif est de développer, c'est d'aller au-delà des maisons de services au public actuelles, et donc ça serait le maillage territorial, en partie, c'est-à-dire de se rapprocher un peu plus des personnes pour leur permettre, pour les accompagner dans les démarches dites numériques. C'est ça l'objectif. Et donc, s'il y a un maillage supplémentaire, c'est un intérêt. Deuxième intérêt dans l'absolu, tel que c'est prévu, c'est quelque part la qualité du service qui est rendue. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une hétérogénéité très forte selon les maisons de services publics actuelles. Voilà, donc j'y vois, en tout cas c'est comme ça que c'est posé. La réalité aujourd'hui, pour prendre l'exemple de mon département, j'ai une réunion à la préfecture la semaine prochaine pour parler des maisons de France Service, alors qu'on ne sait absolument pas où être implanté. On n'a pas été associé à la pertinence de ces implantations, et donc ça se trouve, je vais découvrir des maisons de France Service à 1 minute de l'accueil de la CAF ou de l'accueil de la CEPAM, etc. Donc c'est ça un peu le sujet, c'est-à-dire qu'on pourrait rendre les choses intelligentes si on travaillait sur des cartographies, ce qu'on fait déjà d'ailleurs. Un des sujets, c'est ensemble, travaillons sur des cartographies, partageons nos implantations pour mieux faire ensemble, mieux manier ensemble, et avoir, comme ça je mange sur ma présentation, habilement, et avoir la capacité quand même d'aller un peu au-delà du service qu'en silo, on rend chacun les uns à côté des autres. Déjà, on peut penser un minimum ça, et avant même de parler du maison de France Service. Parfait, bon, je garde une question, comme ça chacun pourrait répondre, ce sera les questions finales, si je pense que déjà c'est parfait. Et c'est un lien avec cet après-midi, un sujet fondamental d'avenir pour la protection sociale, c'est la question de la confiance. L'inquiétude de ne pas souscrire au numérique n'est-il pas aussi un problème de confiance à communiquer ces données? Réfléchissez-y. Le temps que Julien Orlandini, qui vient de la caisse du Var, il a dit mon département, bien me situer comme ça, c'est une table ronde sur les territoires, nous interprète son nouveau tube accompagné autrement. Et c'est un peu karaoké. Et puis en plus, c'est 10 minutes en survol, à mon avis. Peut-être le parti pris de ce que je souhaitais dire, c'était quatre choses. Hein. D'une part, ça a été dit ce matin, on parle beaucoup de simplification réglementaire, de revenu universel d'activité en ce moment, et dire finalement, mais c'est l'objet, hein, l'accompagnement est probablement aussi important que ça. Du coup, c'est mieux accompagner. D'ailleurs, ça pose d'autres questions parce qu'on n'en parle pas, mais pour bien accompagner ou accompagner, il faut des gens pour accompagner. D'où le sujet de la gaine de productivité, d'où quand même ça nous ramène au numérique. Deuxième parti pris, c'est le fait de dire, et ça a été très bien dit, c'est vrai que le numérique aujourd'hui, il est utilisé pour masquer, internaliser la complexité, en fait, masquer la complexité vis-à-vis de l'usager. Je pense qu'un des sujets, un des défis, c'est comment on peut masquer, internaliser la complexité de nos paysages administratifs vis-à-vis de l'usager. Ça pose la question de ce qu'on fait ensemble sur les territoires et de la question de l'accompagnement. Troisième parti pris, c'est le sujet central aussi de, finalement, le besoin, c'est beaucoup un besoin de service. On parle beaucoup d'accès au droit, c'est essentiel, mais l'accès au droit et au service sur les territoires, il y a un vrai besoin de service. Ça va au-delà juste du droit, ça va sur, en tant que parent, j'ai des problèmes avec mes ados, qu'est-ce que je peux faire, ça va sur le logement, ça va sur la santé. Ça, c'est un élément qui renvoie à comment, du coup, on accompagne. Et quatrième, peut-être parti pris, c'est, alors, il y a quand même un vrai sujet de la difficulté de nos organismes de protection sociale à quand même accompagner ce qui relève de rupture, de discontinuité, au sens de nous, comment on le gère. On a du mal par rapport à cette complexité-là, d'où l'accompagner autrement, tube du moment, d'où l'exercice que j'ai essayé de faire pour s'amuser un peu, sous les conseils de Julien, de comment on se projette un peu à 10 ans en se mettant à la place de la personne, ce qui est un des vrais sujets de l'accompagnement. Et du coup, le titre, à chaque fois, c'est en prenant le jeu. Hein, en 2030, avant de m'accompagner, donc il y a 5 points comme ça, avant de m'accompagner, on me demandera mon avis. C'est vrai que dans la question de l'accompagnement, déjà, ce qu'on appelle l'écoute usagée, alors j'ai dit écoute client, c'est assez, c'est vrai, il faut le dire en toute humilité, nos organismes de protection sociale sont très peu outillés au final. On a des données froides, des données froides, on ne fait pas forcément beaucoup d'analyses qualitatives, on ne travaille pas forcément beaucoup aussi avec des chercheurs, on n'est pas forcément près du territoire dans sa connaissance, et ça questionne. On n'a pas une écoute client très structurée. On a des outils de GRC, on a plein de choses. Je pense que c'est un sujet qu'on ne demande pas souvent finalement, est-ce qu'on a beaucoup interrogé les personnes, j'ai fait l'exercice, il n'y a pas énormément d'études quand même sur les effets réels aussi de l'accompagnement. Il y en a, mais ce n'est pas énorme. Et d'ailleurs, on a déjà du mal à se dire finalement pourquoi des gens sortent du RSA. Ça montre quand même que c'est un sujet. Je survole, je suis désolé. Deuxième
attente à 2030 de la personne, un futur souhaitable possible, je suis moins intéressé par le métier de celui qui m'accompagne que parce que ce professionnel va m'apporter. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce qui intéresse, c'est moins le qui que le quoi, en fait, pour la personne. C'est-à-dire, première chose, je pense qu'il faut penser l'accompagnement au-delà du travail social. Quand on parle d'accompagnement, on parle toujours d'accompagnement social, mais aujourd'hui, quelqu'un qui accompagne au numérique, qui n'est pas un travailleur social, est-ce qu'il n'accompagne pas, il conseille. Quelqu'un qui est un expert d'un dossier, d'un traitement en CEPA, en CAF, etc., et qu'il a en face de lui la personne dans le cadre de rendez-vous, est-ce qu'il ne peut pas accompagner? Est-ce qu'on peut pas considérer qu'il accompagne? Je pense que c'est un vrai sujet pour nos institutions, d'autant qu'un excellent rapport du Conseil économique, social et environnemental récent, à éradiquer la grande pauvreté, renvoie cette question un peu d'une critique du travail social, de la stigmatisation, parfois, ressentie par des personnes. Je le cite juste à la fin, mais il parlait donc des personnes qui s'exprimaient, disaient qu'ils ont présenté un certain nombre de freins, craignent du regard, de la stigmatisation et plus largement la critique de cette relation verticale. Il y a un sujet, je crois qu'il faut le poser aussi, pas résumer tout au travail social et peut-être élargir un peu au-delà. D'où le deuxième élément, c'est qu'il faut probablement aussi se poser la question de la posture. De quoi a besoin la personne? Elle a besoin peut-être aussi plus de personnes qui leur donnent ce pouvoir d'agir, qui sont à côté d'eux et pas en surplomb, qui sont dans un accompagnement de ces personnes vers l'autonomie, dans une qualité de relation qui est différente. J'entendais un jeune récemment dans une conférence régionale pauvreté où il n'y a pas eu beaucoup de choses passionnantes, mais celle-là l'était, qui parlait d'une action Impact Jeune. Et il disait ce qu'il avait du coup conduit à vouloir trouver du boulot. En fait, c'était la personne qui l'accompagnait, qu'il appelait un booster. C'est pour ça que le terme booster, les termes ont du sens aussi, aussi dans la question de la stigmatisation. Et troisième point là-dessus, c'est effectivement se poser la question aussi des méthodes, des lieux, des temps d'intervention. Quand on parle notamment de la question de l'accès aux services, si je prends par exemple la branche famille, un des gros sujets, c'est la parentalité. Déjà, la question qu'on dit, c'est qu'est-ce qu'on met derrière ça? C'est effectivement l'accompagnement des parents dans les responsabilités éducatives, surtout les aider, parce qu'on a tous les parents des difficultés à un moment donné sur plusieurs sujets, le numérique, les ados, etc. Mais c'est vrai qu'on a un vrai sujet à se dire, il faudrait peut-être que, enfin on dit toujours, finalement ils ne savent pas où on a des services, où on les met, pourtant on finance plein de choses, des LAM, des REHAB, enfin il y en a plein. Mais ils ne viennent pas, ou c'est peu connu, ou c'est peu du coup mobilisé. Parce qu'on a un vrai sujet, du coup, à peut-être aller vers, à peut-être réinterroger ces services, à être peut-être vers eux le week-end ou après 18h, peut-être pas la journée à 15h30, en considérant que personne ne travaille. Et c'est un vrai sujet, donc la rue numérique. Les centres sociaux doivent réinterroger aussi là-dessus leur mode d'intervention. Voilà, sortir un peu du cadre habituel. Donc ça, c'est pour la deuxième conviction, un peu, donc avec juste une illustration, mais qui est aussi dans la posture, hein, comment on appréhende un rendez-vous aujourd'hui, casqué, ça va se passer mal. Ça pose la question du regard aussi, hein, bien sûr, de l'usager. Troisième peut-être élément sur qu'est-ce que pourrait être un accompagnement dans le futur et le souhaitable en 2030, c'est ma première attente de le dire une seule fois, avec un seul compte, ça a été dit, même si je suis preneur d'explications et d'un suivi par un seul référentaire. Je crois quand même que le numérique, il a cet intérêt si justement on arrive à le faire une seule fois, qui est pas nouveau, le portail numérique des droits sociaux, mais on a encore du mal, c'est vrai, à avoir une vraie logique inter-branche, inter-régime, enfin en tout cas en cheminement par parcours, par événement. Et je pense que c'est d'abord ça la priorité, probablement, en tout cas ce qu'on peut espérer tout pour 2030, c'est le premier acteur de l'accompagnement quand même, celui chez le numérique. Parce qu'il y a tous ceux qui par contre sont intéressés aussi par ça, qui n'ont peut-être pas des problèmes d'usage, mais qui ont des problèmes dans leur cheminement. Déjà parce qu'on les renvoie d'une institution à l'autre, parce qu'effectivement il y a des difficultés de ce point de vue. Deuxième élément, c'est qu'une fois qu'on a réglé ça, on peut gérer le autour de la prestation, autour du droit, comme le disait Julien Damon dans un rapport avec Mme Cloarec, accompagner donc vers et dans la prestation, c'est-à-dire qu'il y a un vrai sujet, ça a été aussi dit ce matin, sur l'accessibilité. Je connais l'auteur, c'est tu connais aussi, dans la prestation, vers la prestation, dans et hors. Et de ce point de vue, ce qui est important, je pense qu'on peut espérer aussi, c'est dire qu'il faut que nos institutions travaillent, du coup, une fois qu'on a cette approche numérique souhaitable, sur accessibilité, quoi qu'il en soit, parce qu'il y a ceux pour lesquels ils n'y vont pas, comment on fait, et puis y compris accessibilité pour ceux qui y vont, proactivité, comment on peut aller vers, ce qu'on fait d'ailleurs de plus en plus, mais je pense qu'on peut espérer qu'en 2030, on a plus loin, on a des qualités de données tous ensemble, on peut faire interagir ces données, il y a des observatoires des fragilités, il y a beaucoup de choses qui nous permettent avec ces données d'aller vers beaucoup plus et de prévenir des situations, d'éviter des ruptures, etc. Ce qui conduit effectivement à la question toujours de qu'est-ce qu'attend l'usager. Il attend aussi de la prévisibilité, qu'on lui explique ce qui va se passer, de l'anticipation.
Non, j'ai 7 minutes 30. Quoi oui, t'as bien dit, c'est 13 minutes 30. Merci, là j'en ai 10 de plus. Et du coup, c'est ce qu'on peut appeler aussi la question du giratoire des droits ou du giratoire des situations. On a parlé de cette question du giratoire dans l'héros, sur la sortie de la prestation, c'est-à-dire je suis bénéficiaire de QRSA, j'ai un rendez-vous, et puis je peux ensuite être orienté directement très vite dès mon ouverture de droit vers un acteur qui va me prendre en charge. Déjà, investissons sur cette question giratoire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait là, le 360 des droits, le diagnostic d'autonomie numérique, les modalités de l'orientation, l'accès aux services, le panier de soins, et qu'on regarde un peu ces questions. Quelle que soit l'institution dans laquelle on est, je pense qu'on peut, entre guillemets, partager ça entre les différentes institutions. Donc ça, c'est l'exemple d'aujourd'hui, et j'ai fait le futur souhaitable. Effectivement, le parcours allocataire, c'est pas, on en parle beaucoup, mais on a encore du mal, puisqu'on est encore dans un cheminement et étant des obstacles. Quatrième et avant-dernier, coordonnez-vous autour de moi et dites-moi où trouver les services sur mon territoire. Là, l'idée, c'est de dire qu'on a une alliance à faire déjà au niveau de la protection sociale et de l'ensemble de nos organismes. On a une vraie alliance. Cette alliance, elle doit se faire dans le territoire, ça a été dit, donc je ne reviens pas. Elle doit se faire au plus près des territoires, on le fait déjà. Finalement, réinventer un peu le développement social local aussi, le cheminement au plus près. Et c'est vrai que pour faire ça, je crois que ce serait intéressant de se dire que les référents de parcours dont on parle, on pourrait se dire qu'il y a des référents de parcours qu'on détermine, qu'on cartographie ensemble. Perte d'emploi, séparation, etc. Il y a une institution qui prend un lead en tant que référent de parcours et qui ensuite sait qu'elle peut ensuite orienter les personnes sur des spécialisations, sur des éléments plus spécifiques. Je pense que ça se paraît évident, de la même façon que on peut s'interroger sur pourquoi on ne fait pas des schémas d'accès aux droits et aux soins communs entre l'assurance maladie et la branche famille. Il me paraîtrait assez évident, parce que dans les deux cas, on parle de prévention, on parle de rupture, on parle d'accès aux services. Voilà pour donner un autre exemple, puisque j'en ai fini, je crois que c'est ça, je suis presque dedans. Et dernier peut-être point, parce qu'il est très important, on a mis en place le dossier médical partagé. Je pense qu'un des vrais sujets, c'est accompagner les accompagnateurs. De quoi ils disposent pour améliorer l'accompagnement? Parce qu'une des grosses problématiques aussi, c'est ça. Et les accompagnateurs, quand on les interroge, les travailleurs sociaux, sont démunis. Comment ils interagissent entre eux? On fait subir à l'allocataire, à l'usager, à la personne, on fait subir beaucoup en fait notre difficulté à faire des interactions quand lui a besoin en fait de faire interagir parce que son parcours n'est pas simple. Et du coup, l'outil, ça serait le dossier social partagé. Pourquoi on ne fait pas la même chose? Du coup, c'était juste pour vous donner un exemple. Voilà, volet professionnel, puisque une recherche-action de l'N3S actuellement sur ces questions, ils ont modélisé, ils ont prototypé des choses, c'est juste un extrait. Mais c'est vrai que de quoi on aurait besoin? Les professionnels, alors c'est partir de l'adhésion de l'usager toujours, hein, comme le DMP, mais les professionnels pourraient interagir sur des blocages. C'est le cas avec A+, aujourd'hui, mais pourquoi on ne met pas dedans? Ils pourraient mieux connaître les services sur les territoires, les géolocaliser pour pouvoir mieux orienter. Ils pourraient du coup ne pas demander à l'usager de raconter 2 fois la même histoire. J'étais à Pôle emploi, je viens à la CAF, et puis 2 fois on te demande la même chose, ou on te dit est-ce que tu as fait un diagnostic d'autonomie numérique, on te le fait faire, au pire ça arrive. Voilà, donc je pense que ça, c'était la proposition bonus. Mais ça paraît accessible, il y a déjà le portail numérique des droits sociaux, il y a déjà A+, il y a déjà un certain nombre de choses qu'on sédimente un peu, et on pourrait le regrouper au service d'un meilleur accompagnement, parce que je crois qu'un des gros enjeux, c'est l'usager, mais c'est aussi l'accompagnant, des outils partagés, et une meilleure aussi relation de service entre partenaires, un meilleur travail dans les territoires et au plus près des territoires entre les institutions.